Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation sur cet atelier « Comment mettre en place le télétravail ». Alors, c'est vrai qu'avec l'annonce du reconfinement par notre président et la publication de la nouvelle version du protocole sanitaire du 29 octobre, qui indique 100% télétravail lorsque les tâches le permettent, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en place cet atelier pour vous permettre d'organiser le télétravail en toute sécurité, donc avec nos experts qui vont répondre, on espère, à vos interrogations que sont Xavier et Gilles, donc nos experts digitaux. Et du côté juridique, pour sécuriser, nous allons le faire avec Pauline, qui est notre juriste en droit social et ancienne avocate. Parce que le télétravail, dans le premier confinement, il a été mis en masse, mais sans aucune protection, tant du côté juridique que du côté sécurité. Et malheureusement, on voit qu'avec ce confinement, peut-être que nos habitudes vont changer et que le télétravail va devenir la règle. Donc, n'hésitez pas, on a prévu une petite présentation de 50 minutes, Xavier, Pauline et Gilles. Donc, n'hésitez pas, on a laissé 10 minutes de questions. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat et on répondra bien volontiers en fin de présentation. Donc, je laisse la parole à Pauline. Je vous remercie Marilyn. Bonjour à tous. Nous allons donc voir ensemble au niveau juridique les différentes étapes pour la mise en place du télétravail et après un petit point sur la sécurité informatique par l'équipe digitale, puis une petite comparaison entre la mise en place du télétravail en période normale et en situation de crise comme nous la vivons aujourd'hui. Tout d'abord, un petit rappel de la définition. Finalement, qu'est-ce que c'est le télétravail? Le Code du travail nous donne une définition très simple, 3 conditions. Un travail qui s'exerce en dehors des locaux de la société, alors qu'il pourrait l'être au sein des locaux, par un salarié qui le fait de manière volontaire et la technologie de l'information et de la communication. Si vous avez ces 3 conditions qui sont réunies, vous vous trouvez dans le cadre du télétravail. Ce télétravail peut être régulier, occasionnel, exceptionnel, quelle que soit la mise en œuvre que vous souhaitez faire au sein de votre société. Les 3 conditions réunies, cumulatives dans l'article du Code, constituent le télétravail. Maintenant, vous pouvez peut-être vous poser également la question de savoir finalement quel serait pour vous l'intérêt d'accepter le télétravail au sein de votre société. C'est un double intérêt, à la fois en termes de stratégie et de productivité, puisque le télétravail permet d'attirer et de fidéliser vos salariés. C'est une organisation de travail qui est très à la mode en ce moment et qui se développe de plus en plus, d'autant plus concernant la période actuelle avec les crises qui nous ont obligés, la crise sanitaire qui nous oblige aujourd'hui à le mettre en œuvre de manière massive, comme le disait Marilyn. Le télétravail, accepter l'organisation et de comprendre qu'ils ont votre confiance dans la façon dont ils effectuent leur mission contractuelle. Ça permet une meilleure conciliation vie privée, vie professionnelle. Ça vous permet, vous, de développer un nouveau management, un nouveau genre de management, non intrusif, mais en étant présent et à l'écoute de vos collaborateurs. Enfin, ça permet de développer un taux d'engagement maximum de la part des salariés pour votre entreprise. Des études ont été menées permettant de voir qu'effectivement, 1 à 2 journées de télétravail par semaine permettaient aux salariés de prendre un peu de recul et finalement d'être d'autant plus impliqués pour sa société. Deuxième point, donc, comme je disais, la productivité, puisque au final, le télétravail permet d'économiser sur les temps de trajet et de bénéficier, le cas échéant, d'un temps plus calme qu'au sein de l'entreprise pour effectuer certains travaux.
Ceci étant dit, comment mettre en œuvre efficacement le télétravail? Puisque, comme cela vous avait été indiqué dans l'introduction, depuis le mois de mars, le télétravail est mis en place au sein des sociétés de manière en urgence et de manière complètement désorganisée. Sur quelles règles pouvons-nous nous fonder pour mettre en place ce télétravail? Eh bien, des règles, il y en a beaucoup, mais qui ne s'appliquent pas toutes à toutes les sociétés et qui ne sont absolument pas centralisées. On a eu un accord cadre européen en 2002, un accord national interprofessionnel en 2005, des lois en 2012 et en 2017, qui sont venues en 2017 assouplir le recours au télétravail. Est-ce que cet assouplissement est une bonne chose? On ne sait pas, puisqu'aujourd'hui, en réalité, le télétravail peut être mis en place de manière très facile, sans formalisme particulier, mais au final, on n'a pas d'encadrement juridique pour le mettre en place. Et il y a très peu finalement d'aide pour les employeurs, pour vous permettre de savoir exactement dans quelle mesure vous protéger dans le cadre de la mise en place de cette organisation du travail. En avril 2020, donc, plus d'un actif sur 5 s'est retrouvé du jour au lendemain en télétravail à temps plein. Ça nous a permis de se rendre compte de deux choses. Une part importante de l'activité économique peut être assurée à distance et le télétravail permet aussi un travail productif et de qualité. Ça, c'est le côté positif du télétravail. Le côté négatif du télétravail, effectivement, sans organisation particulière, sans un cadre précis, a pu mettre en avant également des abus et des souffrances, aussi bien du côté employeur que du côté salarié. Mais des solutions existent, justement, pour permettre de trouver un cadre qui soit personnalisé, individualisé à votre entreprise et qui permette aux salariés de votre entreprise de bien vivre cette situation de télétravail et à vous de bien manager vos collaborateurs dans cette nouvelle organisation. Sous l'impulsion à la fois de la crise sanitaire et de l'État, les partenaires sociaux ont décidé très récemment, là au mois de novembre, de reprendre les négociations pour éventuellement conclure un nouvel accord national interprofessionnel. La première réunion a eu lieu le 3 novembre et une prochaine réunion est prévue le 23. L'objectif est de fixer un cadre général qui puisse être appliqué à tous, avec un point de blocage du côté des partenaires du patronat, puisque il y a une réticence à imposer des obligations supplémentaires aux employeurs. Mais en réalité, ce qui serait intéressant et surtout ce qui pourrait aider la majorité des entreprises, ce serait d'unifier finalement l'ensemble des textes et d'avoir un seul corps de règles. Puisqu'aujourd'hui, comment mettre en œuvre le télétravail? Eh bien, vous pouvez soit faire un accord collectif, soit faire une charte, soit faire un accord tout simplement sans aucun formalisme avec votre salarié. Quelle est la meilleure méthode? Quel est le moyen le plus efficace et le plus pratique pour vous? Étant précisé qu'en période de confinement, comme nous le sommes actuellement, le télétravail peut être imposé aux salariés sans formalisme particulier et sans l'accord du salarié. Alors que je vous avais dit tout à l'heure dans ma première partie qu'effectivement, le volontariat était indispensable pour mettre en place le télétravail. Ici, nous sommes dans une période tout à fait exceptionnelle et du coup, des règles exceptionnelles peuvent s'appliquer. Mais en temps normal, et en temps normal, si vous avez mis en place une organisation du télétravail, celle-ci peut vous servir dans le cas des crises exceptionnelles, et notamment de la crise que nous traversons aujourd'hui. Notre conseil, élaboration d'une charte pour maîtriser le recours au télétravail, et ensuite un document succinct avec votre salarié pour déterminer précisément les dispositions individuelles qui vont s'appliquer à sa situation. Par exemple, le nombre de jours exacts, quelles vont être les conditions, le matériel, etc. Précisément, uniquement ce qui va s'appliquer pour votre salarié. Tout le reste, toutes les règles générales que vous voulez mettre en place au sein de votre entreprise et qui vont finalement régler la mise en œuvre du télétravail seront prévues dans votre charte. Pourquoi une charte et pas l'accord collectif? Parce que l'accord collectif nécessite une procédure et un formalisme beaucoup plus lourd. Il nécessite également une négociation avec les partenaires sociaux, avec le CSE,
avec les salariés si vous êtes dans une plus petite entreprise et que vous devez faire un vote à la majorité des 2/3. Donc, vous avez, par la charte, beaucoup plus de souplesse pour mettre en œuvre les dispositions que vous souhaitez pour votre entreprise dans le cadre du télétravail. Et cette charte, comme je vous l'indiquais, va permettre de vous sécuriser sur 2 niveaux. À la fois sur le risque contentieux, puisque toutes les règles vont être connues par les salariés qui vont avoir recours à cette organisation du travail. Par conséquent, s'ils ne respectent pas les règles, c'est eux qui sont en tort. Deuxième point, cette charte va vous permettre aussi de fixer des conditions, des règles relatives au respect par vos salariés des conditions, de bonnes conditions de travail en termes de santé et de sécurité, ce qui pourra vous éviter risques physiques et psychologiques liés au télétravail. Dans votre charte, vous pouvez prévoir autant de clauses que vous le souhaitez. Certaines clauses sont imposées par le Code du travail, mais globalement, vous avez une très grande marge de manœuvre. Et le conseil que je vous donne du coup ici, pour le télétravail, c'est d'avoir une charte qui soit assez précise, justement parce que vous allez pouvoir déterminer quels sont les salariés éligibles au télétravail. A contrario, quels sont ceux qui ne sont pas éligibles? Quels sont les postes compatibles ou non avec du télétravail au sein de votre entreprise? Qu'est-ce que vous considérez comme étant le lieu de travail? Est-ce que vous acceptez qu'il s'agisse d'une résidence secondaire? Est-ce que ce sera uniquement le domicile principal du salarié? Est-ce que ce serait également éventuellement un espace tiers, un espace de coworking par exemple? Est-ce que vous voulez mettre en place un outil de contrôle du temps de travail? Pendant quelle plage horaire souhaitez-vous que votre salarié soit absolument joignable? Quels vont être les équipements nécessaires au télétravail? Est-ce que le salarié va prendre son matériel personnel? Ici, on fera un petit rappel sur la sécurité informatique qui sera développé juste après. Est-ce que ce sera du matériel de la société qui sera fourni? On va mettre en place une période d'adaptation pour permettre à chacun, employeur ou salarié, de revenir sur une organisation du travail sans télétravail si jamais ce n'était pas opportun, si jamais ce n'était pas satisfaisant pour l'un ou l'autre. On va surtout prévoir une clause de réversibilité qui va vous permettre, au cas où le salarié, par exemple, ne respecte pas les conditions qui sont fixées dans le télétravail, dans la charte sur le télétravail, s'il ne respecte pas ces conditions, on puisse revenir à une organisation du travail sans télétravail, sans son accord également, si jamais il ne respecte pas ces conditions. Si c'est le salarié qui souhaite revenir à une organisation du travail sans télétravail, il y aura dans votre charte les différentes étapes pour solliciter votre accord et revenir sur donc une autre organisation de travail. Un petit rappel sur les droits du salarié. Attention, pas de discrimination, qu'il soit dans les locaux ou en télétravail, votre salarié a les mêmes droits que les autres. En termes de durée du travail, de charge de travail, le droit au repos, à la déconnexion, les avantages sociaux, je pense notamment au ticket restaurant puisqu'on nous pose régulièrement la question. À partir du moment où votre télétravailleur a une amplitude horaire qui comprend la pause de midi et que dans votre société, vous avez des tickets restaurants pour les salariés qui sont dans les locaux, ça s'applique de la même manière pour les salariés qui sont en télétravail. Accès aux informations syndicales, à la formation et participation aux élections professionnelles. Maintenant, un petit rappel sur vos obligations. Qu'est-ce que vous devez impérativement vérifier ou contrôler quand vos salariés font du télétravail? Première chose, il faut s'assurer que l'assurance multirisque habitation de votre salarié est informée que celui-ci télétravaille. Organisez un entretien annuel au cours duquel vous allez discuter de la charge de travail et de la mise en œuvre du télétravail, comment ça se passe pour votre salarié dans cette organisation de travail. Vous devez, si le salarié en fait la demande, lui donner priorité pour reprendre un poste en télétravail. Vous assurer de la conformité du lieu de travail. Et comme vous avez sur ce point la possibilité de faire appel à un organisme de certification de la conformité des installations électriques. Vous avez également la possibilité de solliciter de votre salarié
qu'il rédige une attestation sur l'honneur confirmant que son domicile est bien conforme pour télétravailler, et vous assurez que le salarié est informé sur les bonnes postures à tenir, comme je vous disais tout à l'heure, pour éviter les éventuels risques physiques liés à la posture devant l'écran notamment. Informer le salarié de toute restriction à l'usage des outils informatiques. Si les outils informatiques sont uniquement à usage professionnel, il faut qu'il en soit informé avant la mise en place du télétravail. Et si vous mettez en place des éventuelles règles de contrôle. Alors ici, j'attire votre attention sur la nécessité de surveiller, mais pas de manière excessive, vos salariés, puisque avec la première vague de confinement, on a eu plusieurs employeurs qui ont cherché des méthodes pour surveiller de manière omniprésente leurs salariés. Attention, ici on est dans de la collecte déloyale de données personnelles. Donc il faudra bien prendre garde à la manière dont vous voulez apporter une surveillance sur le travail qui est effectué. Enfin, depuis 2017, le Code du travail ne prévoit plus de règles expresses imposant la prise en charge de coûts liés au télétravail. Vous avez quand même encore deux obligations qui persistent. Une obligation générale de prise en charge des frais professionnels, c'est-à-dire tous les frais qui sont engagés par vos salariés pour l'exercice de leur mission contractuelle. Et deuxième point, fournir et installer les équipements qui sont nécessaires au télétravail. Pas d'indemnité d'occupation du domicile privé à partir du moment où c'est le salarié qui fait la demande du télétravail. Je vais maintenant laisser la place à l'équipe digitale pour faire le point sur la cybersécurité et la sécurité informatique. Bon, on peut pas avoir une série de questions, là, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous pouvez la poser sur le chat pour qu'on puisse justement vous répondre en fin de séance, si c'est possible? Alors, donc moi, je vais plutôt vous parler de la partie cybersécurité, qui est un risque majeur pour l'entreprise. Habituellement, c'est un sujet d'actualité, mais avec le télétravail, c'est un sujet qui est vraiment qui s'amplifie. Donc, il y a un certain nombre de menaces qui sont croissantes. La cybersécurité, c'est un sujet qui tous les jours reçoit un certain nombre d'éléments. On est alerté en continu d'un certain nombre de problématiques. Et sur le premier confinement, il y a vraiment eu un pic énorme d'activité. Donc, il faut faire très attention. Les cybercriminels surfent justement sur cette vague. Il y a une hausse importante. Il y a eu à peu près plus de 30% d'attaques qui a été généralisée. Il y a des demandes de ransomware en continu. Vous devez vraiment faire très attention et surtout à la partie aussi clonage, même de sites gouvernementaux, officiels et ainsi de suite, qui sont très utilisés par les cybercriminels. Donc la problématique des télétravailleurs, c'est que c'est une cible privilégiée. La première chose, c'est que ce sont des postes de travail privés, pas ou peu sécurisés. Donc généralement, ils n'ont pas d'antivirus, ils sont accès libre à leur poste, ils les laissent forcément sans trop de contrôle, il n'y a pas de supervision d'un service informatique. Donc tout ça, ce sont des risques qui amplifient justement votre système d'information. C'est des pratiques à risque sur les postes de travail, ils sont accès multiples utilisateurs, des fois on mélange du perso et du professionnel, on a des mails qui sont dans tous les sens, privé, perso, tout ça forcément sont aussi des risques en continu. Et puis il y a l'utilisation de connexions à distance qui n'est pas sécurisée, donc ce sont vraiment des facteurs qui amplifient ce risque. Comment sécuriser et amplifier votre contrôle sur la partie télétravail? Donc la première chose qu'il faut bien comprendre pour votre système d'information, c'est qu'il y a 3 facteurs essentiels pour qu'il n'y ait pas d'impact sur l'entreprise. La première chose, c'est l'intégrité des données. Il faut absolument qu'elles puissent ne pas être corrompues ou volées, voire perdues, suite à un problème informatique ou technique. La confidentialité, donc il faut que ces données à caractère sensible qui contrôlent justement votre entreprise ne soient pas accessibles par d'autres, ça serait un risque pour votre entreprise. Et puis la disponibilité des données, il faut absolument que vous puissiez y accéder en sécurité au moment où vous en avez besoin. Donc quand vous avez bien identifié ces 3 facteurs essentiels, il faut aussi comprendre là où vous avez des risques sur la vulnérabilité de votre système d'information. Les risques sont liés au moins à 3 contextes. La partie utilisateur, qui est vraiment le plus flagrant. Vous pouvez mettre un coffre-fort avec la porte blindée
au maximum, si potentiellement une fenêtre est restée ouverte et que les utilisateurs ne font pas attention, votre coffre-fort n'a plus de sens. Donc, c'est le premier risque. Il faut sensibiliser les collaborateurs, il faut vraiment être proche d'eux. Voilà. Deuxième risque, ce sont les postes de travail. S'ils ne sont pas en adéquation avec les règles de l'entreprise, vous amplifiez ce risque. Et après, c'est les moyens de connexion. Donc, à chaque fois, analyser ces 3 sources de risque pour justement les diminuer. Les points clés, donc on va regarder les points clés pour protéger votre système d'information. Je vais laisser la place à Gilles qui va vous expliquer au moins un certain nombre de points clés que vous devez identifier. Bonjour à toutes et à tous. Comme Xavier l'a évoqué, le point faible, ce sont les collaborateurs. Donc c'est le premier point sur lequel on va devoir agir. Quels que soient les investissements que vous allez faire pour la sécurité informatique, ça n'a strictement aucun intérêt et aucune utilité si les collaborateurs ne sont pas eux-mêmes sensibilisés. Donc la première chose à faire, c'est de mettre en place une politique de sécurité informatique ainsi qu'une charte informatique. C'est un document qui va regrouper les différentes procédures et les manipulations qui sont autorisées de la part du collaborateur, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire à partir de son poste de travail et avec les équipements de l'entreprise. Également très utile, un guide des bonnes pratiques en informatique. Ce guide des bonnes pratiques, ça va récapituler les gestes barrières au niveau de l'informatique qui permettent d'utiliser Internet, d'utiliser les outils de travail en toute sécurité et sans mettre en danger le système d'information de l'entreprise. Comme je le disais, les collaborateurs doivent être absolument sensibilisés, informés. Ce sont eux qui sont la clé de la sécurité du système d'information. Il y a à peu près 25% des attaques qui se font depuis l'intérieur de l'entreprise. Quand on dit depuis l'intérieur, c'est par l'intermédiaire des collaborateurs, qu'ils le fassent volontairement ou qu'ils soient juste victimes, qu'ils soient involontaires de leur part. Le dernier point clé, ça va être d'assurer la mise à jour des logiciels, absolument faire les patchs de sécurité qui, eux, sont primordiaux puisque les hackers se tiennent au courant des failles de sécurité, se les communiquent entre eux et c'est ce qui va leur permettre d'attaquer les systèmes d'information. Première chose à faire pour vous, c'est d'identifier et de sécuriser vos données sensibles. Toutes les données n'ont pas forcément besoin d'être accessibles depuis Internet ni depuis l'extérieur. Donc, mettre à l'écart les données qui sont vraiment sensibles pour l'entreprise et ne rendre disponibles depuis l'extérieur aux collaborateurs que les données qui ont vraiment un sens pour eux et qu'ils doivent pouvoir se partager et avec lesquelles ils ont besoin de travailler. Le deuxième point important, ce sont les connexions Internet. Il y a une grande différence entre se connecter par un câble avec sa Livebox ou se connecter par le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ça peut être intercepté par les voisins, par n'importe quelle personne qui est capable de capter le Wi-Fi, et c'est extrêmement difficile, voire impossible à sécuriser. Donc, dans l'idéal, il faudrait que les collaborateurs se connectent à leur box par un câble Ethernet. La connexion sera plus stable et elle sera plus sécurisée. Autre point important, la sécurisation des appareils. Utiliser des mots de passe qui sont forts, qui sont complexes, qui sont changés régulièrement. Et dans l'idéal, utiliser un gestionnaire de mots de passe pour que le collaborateur puisse se libérer de la nécessité de mémoriser un grand nombre de mots de passe et ne les note pas sur des post-it ou sur un fichier qui va être accessible à tout le monde sur l'ordinateur. Une bonne protection également, c'est de chiffrer les disques durs des ordinateurs, ce qui permet en cas de vol d'éviter qu'une personne malveillante accède aux données, et de mettre en place un système pour effacer l'ordinateur à distance en cas de vol. Et enfin, une protection de base, ça va être d'activer la fonctionnalité, notamment au niveau des systèmes Windows, qui va bloquer l'accès à un compte en cas de tentative de connexion répétée en échec. Je me permets, Gilles, comme il y a eu une petite question sur le sujet, oui. Il y avait une question nous demandant s'il fallait qu'on fournisse le matériel. Est-ce que l'entreprise doit fournir voilà, donc c'est très préférable, ça vous permet vraiment de définir les règles et de sensibiliser le collaborateur justement en indiquant que ça reste professionnel. Donc, essayer de fournir le matériel, c'est vraiment préconisé pour au moins la partie cybersécurité. Je te laisse continuer. Le problème par rapport à ça, c'est que si un collaborateur utilise son matériel personnel, l'entreprise ne peut pas contrôler ce qui se passe sur l'ordinateur. Ça rentre dans le cadre du privé. On peut éventuellement installer des équipements de sécurité de l'entreprise, mais là aussi, ce que le système informatique de l'entreprise va pouvoir faire, ça va être limité dans ses actions, puisque ça va toucher aux données du collaborateur. Et il est difficile d'empêcher un collaborateur de surfer sur Internet, sur des sites qui ne concernent que lui, à partir de son équipement personnel. Alors qu'un équipement de l'entreprise peut sans problème déterminer les règles d'utilisation et dire ce qui est autorisé et interdit.
Les mots de passe, c'est un sujet critique puisqu'on est tous submergés par les mots de passe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, au niveau de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, on recommande des mots de passe à 12 caractères quand le mot de passe est la seule protection, quand il n'y a pas de double authentification. Quand il y a une double authentification, on peut se contenter de 8 caractères. Un mot de passe qui est efficace, enfin qui a un minimum d'efficacité, donc c'est minimum 12 caractères, les 4 familles de caractères de représentés, majuscules, chiffres, lettres, minuscules, caractères spéciaux, et un mot de passe qui va être changé régulièrement et qui n'a aucun lien avec le caractère. Là aussi, les gestionnaires de mots de passe permettent de générer des mots de passe aléatoires. Ce sont les plus efficaces puisqu'il n'y a pas moyen de les deviner en connaissant le collaborateur. Pour la protection du système d'information, les points clés, alors la meilleure solution, ça reste toujours la sauvegarde régulière des données. C'est ce qui permet, en cas d'attaque réussie, de pouvoir se dire, c'est pas grave, l'attaque elle est passée, on aura quelques heures d'interruption de service, on restaure les données, on ne paye pas la rançon. Rien ne remplace une sauvegarde, et quand je dis une sauvegarde, ça se compose de 2 ou 3 méthodes de sauvegarde différentes pour ne pas se rendre compte le jour où le dommage arrive que la seule sauvegarde disponible était en fait défectueuse. Deuxième point clé, contrôler et limiter l'accès aux appareils. Donc là, c'est la règle, c'est un collaborateur, un compte d'accès, un mot de passe, des comptes qui sont personnels, faire des profils qui vont être spécifiques aux collaborateurs. Tous les collaborateurs n'ont pas besoin d'accéder à toutes les informations du système d'information. Et puis, quand le collaborateur n'a pas besoin d'accéder au PC ou aux données de l'entreprise, bloquer ses accès en dehors des heures où c'est absolument nécessaire. Et puis enfin arrive la partie de protection en elle-même. Donc ça passe dans tous les cas par un antivirus. Alors les antivirus comme Windows Defender ont le mérite d'exister, mais ils ne remplacent pas un antivirus professionnel qui certes a un coût, mais qui est capable de protéger l'ordinateur en temps réel, d'anticiper les attaques qui ne sont pas encore connues, qui va se mettre à jour plusieurs fois par jour au niveau des signatures antivirus. Dans tous les cas, un antivirus n'a au maximum qu'à peu près 99,9% d'efficacité. Donc rien ne remplacera non plus une sensibilisation des collaborateurs. Le pare-feu, c'est ce qui va permettre de protéger le système d'information de l'entreprise des attaques extérieures. Aujourd'hui, quand on met en place une solution de télétravail avec des connexions à distance, ça passe nécessairement par équiper l'entreprise d'un pare-feu, qui peut d'ailleurs également permettre de mettre en place des connexions VPN, ce qui est beaucoup plus sécurisé que de mettre des connexions ouvertes sur l'extérieur, comme ça se faisait à une époque, et sans contrôle sur qui peut utiliser la connexion. Et puis enfin, dernière protection, les systèmes de détection et d'intrusion qui en général sont déjà inclus dans les pare-feux avec des logs qui peuvent déclencher des alertes. L'antivirus peut également avoir cette fonctionnalité-là, surveiller le système et avertir en cas de tentative d'intrusion ou d'attaque. Les connexions bureau à distance qui sont devenues la règle maintenant au niveau du télétravail pour permettre aux collaborateurs d'accéder aux données de l'entreprise, il faut absolument qu'elles passent au minimum par un VPN. Donc ça implique d'avoir un routeur pare-feu de type ce qu'on appelle USG. Ces routeurs ne se contentent pas de contrôler les flux qui circulent et d'autoriser ou non l'accès, mais ils incluent également un antivirus, des modules de détection, de prévention des intrusions. Une solution alternative, ça peut être l'utilisation de logiciels tels que TeamViewer, AnyDesk, qui permettent de prendre le contrôle d'un PC à distance en passant par les routeurs du prestataire du logiciel. C'est dans tous les cas plus sécurisé qu'une simple connexion ouverte sur l'extérieur. Pour les données qui sont stockées dans le cloud, ce qui est important, c'est de sécuriser leur accès, de les chiffrer de manière à ce que si elles sont volées, elles ne puissent pas être utilisées par n'importe qui. Et au niveau du cloud, qui est forcément une surface d'attaque qui est beaucoup plus élevée, il faut absolument mettre en place une authentification multifacteur. Quand on regarde les logs des comptes au niveau de Microsoft Office 365, il y a au minimum une dizaine d'attaques par jour sur les comptes à partir du moment où ils ont été découverts. Et comme les comptes se basent sur les adresses mail, c'est pas très compliqué de découvrir les comptes d'une entreprise. Je repasse la main à Pauline. Nous allons donc maintenant faire notre petit comparatif sur la mise en œuvre du télétravail en temps normal et en période de crise sanitaire. Alors, puis-je imposer le télétravail? Justement, on a eu la question tout à l'heure sur le chat. En temps normal, non, jamais. On est uniquement sur la base du volontariat. En période de crise, le Code du travail nous permet effectivement d'imposer cette organisation de travail sans même imposer un formalisme qui s'y rattache. Puisqu'il vous suffit en ce moment
pour la mise en place du télétravail, d'adresser un mail à vos salariés en indiquant « vous êtes en télétravail à partir de telle date », vos horaires continuent de s'appliquer, tous les droits que vous avez, tous les devoirs que vous avez continuent de s'appliquer, point. Qui est informé pour mettre en œuvre le télétravail? Alors là, c'est un petit peu le contraire du coup quand même, puisque en temps normal, comme je vous l'indiquais, à défaut de charte ou d'accord collectif, ça peut être un simple échange de courrier entre l'employeur et le salarié pour se dire on est d'accord, on met en place le télétravail entre nous pour telle durée, etc. Actuellement, compte tenu de la crise sanitaire, dans les entreprises de plus de 50 salariés, il faut consulter le CSE puisqu'on est sur une modification des conditions de travail. Par contre, face à la crise et face à l'urgence, effectivement, on a prévu que le CSE puisse être consulté a posteriori si la décision de télétravail a été mise en place du jour au lendemain et qu'on n'a pas eu le temps de consulter le CSE en amont. En temps normal, le CSE doit également être consulté si vous mettez en place le télétravail dans les entreprises de plus de 50 salariés, encore une fois, puisqu'on est encore sur de la modification dans les conditions de travail des salariés. Mais on n'a pas besoin de... on doit simplement le consulter, on récupère son avis. Puis-je refuser la demande de télétravail de mon salarié? Oui. En tout temps, en temps normal ou en temps de crise, puisque en temps normal, si vous avez une charte ou un accord collectif, comme indiqué dans la première partie, vous allez dans ce document fixer toutes les règles sur lesquelles vous aurez réfléchi en amont. Donc, si votre salarié ne répond pas aux conditions que vous avez fixées pour accorder le télétravail, vous pourrez lui refuser simplement sur le fondement de votre charte ou de votre accord. S'il n'y a pas de charte ou d'accord, pouvoir de direction de l'employeur, vous pouvez tout à fait répondre que le télétravail, vous ne souhaitez pas mettre en place le télétravail, soit de manière générale, soit concernant ce salarié-là. Attention toutefois à ne pas faire de discrimination entre vos salariés, puisqu'à ce moment-là, effectivement, ça pourrait se retourner contre vous. La seule obligation de motivation, si vous n'avez pas de charte ou d'accord, concerne les travailleurs handicapés ou les proches aidants. Aujourd'hui, dans le cadre de la crise sanitaire, la préconisation est, comme vous indiquait Marilyn en introduction, du télétravail à 100% 5 jours sur 5. Donc, si vous refusez la demande de télétravail, il va vous falloir quand même démontrer que la présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l'entreprise et à l'exercice de l'activité du salarié. Effectivement, même en période de crise sanitaire, aujourd'hui, le présentiel peut être nécessaire pour différentes raisons. Parce qu'on est dans un secteur d'activité qui nécessite absolument la présence dans les locaux ou sur le lieu de travail, parce que la situation personnelle du salarié fait qu'il a besoin d'être en présentiel et que vous vous en rendez compte et que vous mettez en place ce présentiel en partie pour le salarié, parce qu'il y a un risque psychosocial, parce qu'il y a des problématiques en termes d'aménagement du lieu de travail ou parce que c'est nécessaire de l'intégrer à la culture d'entreprise. Troisième point, en tout état de cause, vous êtes le chef d'entreprise, c'est vous qui avez le pouvoir de direction et qui organisez, comme vous le souhaitez, la mise en place de l'organisation de travail au sein de votre entreprise. Attention quand même, au regard du protocole sanitaire, nous vous recommandons vivement quand même de ne pas faire du présentiel à 100% et de respecter surtout vos obligations de sécurité vis-à-vis des salariés. Les obligations de sécurité, notamment en lien direct avec la crise sanitaire, sont récapitulées dans le protocole. Et donc, distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, plan de gestion des flux, port du masque obligatoire, respect des mesures barrières, information sur l'existence de l'application Tous Anti-Covid, réunion à distance fortement privilégiée, suppression complète des moments de convivialité, étalement des horaires pour essayer que tout le monde n'arrive pas en même temps et qu'il y ait moins de flux aux périodes de pointe, et possibilité éventuellement, si vous le souhaitez, de proposer des tests rapides de dépistage qui seront complètement confidentiels, hein, puisque du coup, vous n'aurez pas accès, vous, aux résultats, mais c'est une façon d'aider vos collaborateurs dans le cadre de la prévention du virus. Quels sont les risques encourus si vous ne mettez pas en place le télétravail ? En temps normal, aucun risque, aucune obligation, puisque l'organisation du travail, c'est vous qui décidez de la manière dont vous souhaitez la mettre en œuvre.
Actuellement, attention, on est en période de reconfinement. Aussi bien le gouvernement que la Direction générale du travail donc, a insisté sur le fait que le recours au télétravail n'était pas une option, c'est une obligation pour toutes les activités qui sont réalisables à distance. Et c'est là la nuance, c'est que c'est uniquement une obligation effectivement pour les travailleurs qui sont en mesure de le faire. Par contre, pour les salariés qui sont en mesure de le faire et qui ne seraient pas en télétravail, des contrôles vont pouvoir être mis en place par l'inspection du travail. Et attention, il y a des sanctions à la clé, puisque la directe va pouvoir recevoir un rapport de l'inspection du travail. Des lettres d'observation vont pouvoir être faites aux sociétés. En termes de risques civils et social, il peut y avoir des actions en justice qui seraient mises en œuvre contre la société, aussi bien en référé pour faire cesser le risque imminent que devant une juridiction prud'homale ou devant une juridiction civile pour voir ensuite la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Attention également, on peut avoir un risque pénal avec soit un procès-verbal d'infraction qui serait adressé au procureur de la République, soit la saisine d'une juridiction pénale sur le fondement de la mise en danger de la vie d'autrui. Et ça, c'est si les différentes règles sanitaires qui sont justement dans le protocole n'étaient pas respectées alors qu'on a du présentiel, par exemple. Donc, vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi est-ce que vous êtes contraint de mettre en place, de respecter ce protocole sanitaire alors qu'il n'est pas obligatoire et que le Conseil d'État l'a rappelé le mois dernier. Eh bien, c'est parce que si vous ne respectez pas ce protocole, il y a une présomption de non-respect de votre obligation de sécurité qui vous impose de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour protéger vos salariés, aussi bien physiquement que mentalement. C'est donc fondamental, et je le répète, de respecter les préconisations qui sont présentes dans ce protocole sanitaire. Les autres obligations qui sont également en lien avec le protocole sanitaire et la santé et la sécurité des salariés, au regard de la crise actuelle, ces obligations sont d'autant plus importantes. C'est la mise à jour de votre document unique des risques professionnels, d'évaluation des risques professionnels, et la mise en place du plan de continuité d'activité, qui vous permettra de manière individualisée, pour votre entreprise en particulier, de déterminer quels sont les risques, quels sont les moyens pour les éviter, et de prévenir ainsi les différents dangers. Nous en avons terminé donc avec cette présentation rapide sur le télétravail, sa mise en place et comment prévenir les risques qui y sont liés. Pour conclure, je vous dirais simplement pour la partie juridique que le télétravail c'est très bien, oui, mais il faut quand même que ce soit organisé et encadré. Ainsi, vous pourrez faire face à toutes les situations auxquelles vous serez confrontés. Aussi bien les situations prévisibles avec du télétravail régulier ou occasionnel qu'imprévisible, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut aussi que vous organisez pour que vous sachiez, vous, comment procéder, mais également que vous développiez un nouveau style de management de vos collaborateurs. Et ça permet enfin, cette organisation, à vos salariés d'être rassurés et d'avoir un cadre strict qui leur permet de savoir où ils en sont dans leurs droits, mais surtout également dans leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis de la société. Ceci tout en ayant davantage d'autonomie et en étant responsabilisés, ce qui leur permet de se sentir mieux dans leur travail. Notre équipe juridique est à votre disposition pour répondre à vos questions complémentaires et vous accompagner dans la rédaction éventuelle des documents que vous souhaiteriez mettre en place. En termes de sécurité juridique, sécurité informatique, si vous êtes donc dans une situation comme celle-ci, vous êtes dans une situation qui est non sécurisée et vous vous trouvez donc être vulnérable, le but est de tendre vers cette situation-là où vous êtes complètement protégé en termes de sécurité informatique. Nous vous avons indiqué deux liens sur les sites du gouvernement qui peuvent répondre à d'éventuelles questions que vous auriez sur le télétravail. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, il y avait une première question, c'est pour toi, Pauline, est-ce que le télétravail est obligatoire à partir du moment où chaque collaborateur a son bureau individuel? En période de crise, le télétravail n'est pas
Donc, le télétravail est recommandé pour les personnes qui peuvent exercer leur travail à distance. C'est la règle qui est mise en œuvre aujourd'hui, compte tenu de la crise sanitaire et en vue de prévenir la propagation du virus. Après, comme je vous l'indiquais également dans la présentation, il est vraiment déconseillé de faire du présentiel à 100%. Si chaque collaborateur a un bureau individuel, c'est bien, puisque du coup, vous respectez la distanciation sociale. Donc, vous pouvez effectivement, pour le moment, tant qu'on n'a pas d'autres informations du gouvernement, continuer à autoriser vos salariés à venir en présentiel, chacun dans un bureau et en respectant toutes les règles du protocole. Mais pas à 100%. On a une autre question. Dans le cas toujours du télétravail permanent, l'abonnement Wi-Fi doit-il être à la charge de l'employeur? Alors, est-ce que c'est... La question est effectivement assez délicate, puisque le problème, c'est que cet abonnement Wi-Fi va également servir pour l'utilisation personnelle du salarié. Donc, on ne va pas pouvoir prendre en charge la totalité de l'abonnement Wi-Fi, ça c'est sûr que non. Sinon, il s'agit d'un avantage en nature. Si vous voulez rembourser en frais réels, il faut que le salarié, tous les mois, vous prouve quel pourcentage ou jusqu'à quel montant de l'abonnement il a utilisé ce Wi-Fi pour exercer ses missions professionnelles, afin que vous puissiez rembourser précisément le montant correspondant. C'est un petit peu compliqué. Après, ce que moi je recommande, ce qui facilite grandement les choses, c'est de se référer au barème URSSAF au sujet des frais professionnels, et à ce moment-là, ça peut tout à fait être intégré, cet abonnement Wi-Fi, dans le remboursement des frais professionnels. Ce barème URSSAF, c'est pour une journée de télétravail par semaine, 10 € par mois, pour 2 journées de télétravail par semaine, 20 € par mois, etc. Et ça, ce sont du coup des montants qui sont totalement exonérés de charges sociales. Très clair, merci beaucoup. On a un autre sujet qui avait été posé sur le chat qui est est-ce que la société doit fournir le matériel, donc tout ce qui va être ordinateur, mais aussi le siège, le bureau potentiellement. Voilà, donc nous on avait répondu un petit peu sur la partie informatique où on préconisait fortement que ce soit des ordinateurs liés à l'entreprise pour éviter tout risque sur la cybersécurité. Est-ce que tu as des compléments à rajouter, Pauline, sur ces aspects-là ? Alors oui, en termes juridiques, c'est vrai que je préconise de la même manière que pour l'informatique des outils professionnels. Ça permet d'éviter des risques en termes d'entretien ou de réparation du matériel qui pourrait être abîmé dans le cadre personnel, mais du coup, dont le salarié solliciterait une réparation au niveau professionnel. C'est compliqué. En tout état de cause, vous ne pouvez pas imposer... Alors, vous pouvez imposer l'utilisation d'un matériel personnel. À ce moment-là, vous pouvez conditionner en fait l'exercice du télétravail à un apport personnel du matériel pour votre salarié. Ça peut être aussi une stratégie de votre part dans le cadre de cette organisation du travail. Mais par contre, c'est vrai que ça peut apporter des complications par la suite en termes d'utilisation de cet outil. Très bien. Le collaborateur peut-il demander le télétravail 5 jours sur 5 et refuser donc le présentiel? Alors, là, actuellement, en période de crise sanitaire, c'est une situation qui est très délicate parce qu'à partir du moment où la préconisation du gouvernement est le télétravail 5 jours sur 5 à 100%. Par contre, si l'employeur, encore une fois, dans le cadre de son pouvoir de direction, considère qu'il y a une nécessité à être en présentiel, à ce moment-là, l'employeur peut demander à son salarié de faire 1 ou 2 journées en présentiel. Attention toutefois, ça peut ne pas être opportun si, par exemple, il s'agit d'un salarié qui a une santé fragile. Ça peut être un salarié qui est fragile psychologiquement et qui va du coup, et dont cette obligation de présentiel va entraîner des conséquences sur sa santé. Voilà, avec toutes les réserves quand même dans le cadre de la crise sanitaire actuelle concernant cette obligation de présentiel, puisque ça pourrait au final se retourner contre vous si jamais il arrivait quelque chose et que toutes les mesures de protection, toutes les mesures imposées par le protocole sanitaire n'étaient pas respectées. Vous
mettez-vous en danger d'engager votre responsabilité en tant qu'employeur? Très clair. Pour un télétravail à 100%, hors période Covid, le salarié peut-il nous demander une indemnité si on réaffecte son bureau? Si on réaffecte son bureau, c'est-à-dire qu'il est en télétravail à 100%? A priori, c'est pour un télétravail à 100%, oui. Non, de ce que je comprends de la question, il n'y a pas d'indemnité de toute façon à avoir. Si le salarié accepte de travailler à 100%, C'est un accord entre... c'est un accord entre lui et son employeur, donc il n'y a pas d'indemnité à ce titre-là en tout cas. Et on a une autre question. Vous parlez d'une période d'adaptation pour la mise en place du télétravail. Comment est-elle déterminée? Elle est déterminée de manière complètement libre entre les parties. Si vous souhaitez mettre en place du télétravail, par exemple, de manière permanente 2 jours par semaine, vous allez dire 2 jours par semaine, on va peut-être se laisser une période d'adaptation d'1 mois. Donc, pendant 1 mois, si au bout d'1 mois, on se rend compte que effectivement ce télétravail n'est pas une solution qui nous convient à l'un et à l'autre, eh bien, on va y mettre fin. C'est un petit peu le principe de la période d'essai, c'est-à-dire qu'on va pouvoir y mettre fin sans motivation, d'un côté ou de l'autre. Alors qu'ensuite, si jamais on dépasse cette période d'adaptation, il faudra qu'on respecte le process qui a été mis en place dans la charte ou l'accord, ou que le salarié ne respecte pas les conditions qui ont été imposées, et à ce moment-là, on pourra lui imposer un retour sans télétravail. Autre question, les salariés doivent-ils être équipés d'un système d'ATI, PTI, protection travailleurs isolés? Alors ça, c'est plutôt vous ou plutôt moi? Alors, ça serait plutôt... Alors, ce que dit le Code du travail par rapport à ça, c'est, je crois qu'il y a le Code du travail en 1991 avec un article spécifique qui dit l'obligation générale en sécurité de l'employeur impose la mise en place d'une démarche globale de prévention au sein de l'entreprise. Donc, on est plus sur le Code de travail. Voilà, a priori, c'est quand même une obligation, donc il faut faire attention aux personnes isolées et il faut mettre tout ce qui est, toutes les mesures envisageables, possibles pour limiter le risque et encore plus, effectivement, sur les personnes isolées. Donc voilà, je ne sais pas si on répond bien à votre question. J'en profite aussi pour vous indiquer que dans le cadre toujours du télétravail, ça peut être bien aussi de faire des tests sur des audits sur la partie électricité, parce qu'on identifie des fois quelques petites problématiques chez certains de nos salariés ou collaborateurs. Donc voilà, donc il y a des entreprises qui font ce type de métier. Nous avons une autre question. Vous parlez de vérifier l'installation du salarié en télétravail. Concrètement, on fait comment ? Alors, concrètement, c'est encore une fois un peu délicat comme question puisqu'on va rentrer dans la vie privée du salarié. Donc, c'est vrai qu'en général, moi, ce que j'indique dans la charte que je peux mettre en place, c'est déjà une attestation sur l'honneur, éventuellement. De toute façon, ça, c'est toujours utile puisque le salarié s'engage à ce que, effectivement, son installation, donc comme le disait Xavier et comme je l'ai rapidement évoqué dans vos obligations quand on met en œuvre le télétravail, vérifier la conformité des installations électriques, mais également confirmer que notre poste de travail est adéquat et nous permet de réaliser nos missions contractuelles dans de bonnes conditions. Ce qu'il est possible de faire, c'est également, notamment si vous avez un CSE, vous pouvez faire intervenir le CSE dans cette démarche, mais c'est de proposer au salarié, donc il faut son accord, il faut qu'il soit prévenu en amont, faire une visite chez lui pour voir si effectivement le domicile est, en tout cas l'espace pour le télétravail est compatible avec cette organisation du travail. Une troisième option, donc soit attestation sur l'honneur, soit visite avec l'accord du salarié et après l'avoir prévenu en amont. Troisième option, des photos. On peut demander au salarié qu'il nous envoie une photo de son poste, de son lieu de travail au sein de son domicile pour l'exercice de son télétravail. Et puis, de bonnes pratiques et voilà, comment aménager, quel est le recul nécessaire pour l'aider et l'accompagner justement dans cette phase de télétravail. Nous avons une autre question. Pourquoi faut-il demander une attestation multirisque habitation et que doit-on mentionner? Pourquoi l'assureur du salarié doit-il être prévenu du télétravail? Alors là, on est dans le cadre de l'assurance en cas de blessure.
puisqu'effectivement, s'il y avait une blessure au sein du domicile, donc on est déjà sur de la présomption d'accident du travail, c'est vrai, quand on est en situation de télétravail et qu'on est à son domicile et qu'il arrive un problème. Mais par contre, il est impératif effectivement que l'on ait cette attestation d'assurance multirisque habitation pour permettre à l'assurance, le cas échéant, pour un dommage qui ne serait pas compris dans le cadre d'un accident du travail, par exemple si c'était du dommage matériel, on pourrait mettre en œuvre notre assurance habitation dans ce cadre-là. Ça permet une meilleure couverture et c'est vraiment recommandé en fait. Je suis désolé. Alors, avec un petit, pardon, je te recoupe du coup, avec un tout petit bémol en termes de coût pour l'employeur, puisque certaines assurances peuvent demander du coup une majoration au titre de la prime d'assurance et majoration qui devrait être prise en charge par l'employeur dans le cadre des frais professionnels qui doivent être pris en charge dans la mise en œuvre du télétravail. Donc, je suis désolé, Pauline, toujours des questions pour toi. La partie juridique est vraiment d'actualité. Si le collaborateur n'a pas les conditions pour télétravailler, peut-il réclamer le droit d'aller dans l'entreprise? Donc, il n'a pas un espace dédié et il n'est pas dans les bonnes conditions. Alors là, dans le cadre de la crise sanitaire, effectivement, c'est ce que j'avais indiqué dans les conditions qui pouvaient faire le présentiel soit mis en œuvre, c'est la situation personnelle du salarié et notamment si son habitation ne lui permet pas d'avoir un espace dédié correct qui lui permette de télétravailler de manière adéquate. Effectivement, ça peut être une raison pour qu'il sollicite de son employeur qu'il l'autorise à revenir en présentiel. Alors attention, on a dit que l'employeur pouvait imposer du présentiel, l'employeur peut aussi refuser ce présentiel s'il considère que même si le salarié n'a pas un domicile qui lui permette d'avoir un bureau et une chaise les plus ergonomiques qu'ils soient. Là, actuellement, dans la situation de crise, évidemment, que nous traversons, si l'employeur considère que la sécurité, avant tout, c'est que chacun soit chez soi, il peut refuser le présentiel, même si le salarié fait état d'une difficulté liée à son aménagement. Alors, je crois que nous avons une dernière question qui vient d'arriver. Et si, pardon. Alors, et si l'entreprise refuse le présentiel, que se passe-t-il? Chômage technique? Alors, si l'entreprise refuse le présentiel et que le salarié ne peut pas télétravailler, effectivement, on va faire une demande d'activité partielle. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, pas d'autre solution. Et faut-il garder une preuve écrite par le salarié pour justifier de la non-possibilité de faire du télétravail en cas de contrôle? Ça peut être utile. Ça peut être utile, d'autant plus qu'effectivement, les contrôles devraient se multiplier avec une information que nous avons eue selon laquelle la raison de la non-possibilité de télétravailler va être examinée. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Garder au moins l'ensemble des éléments. De manière générale, mon énorme conseil à tous les employeurs, c'est de toujours conserver un écrit sur tout. Comme ça, vous êtes protégé au maximum. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si quelqu'un souhaite faire une petite question très rapide, levez la main et on peut vous activer le micro, ou sinon, toujours continuer par le chat. Je laisse 30 petites secondes. Est-ce que Pauline ou Gilles, vous aviez quelque chose à rajouter? Pour ma part, non. Pour moi, c'est bon. Parfait. Bon, je ne vois pas d'autres questions. Merci à tous. Merci Pauline, Gilles, pour l'ensemble de votre œuvre. Bonne continuation à tous. Faites attention. Prenez soin de vous. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez besoin d'être accompagné sur la partie juridique ou cybersécurité. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.